élections législatives. Donc, la représentation rime avec la parité de nos jours. Parce que la parité, soit l'égalité entre hommes et les femmes, c'est un concept qui prend de plus en plus d'importance dans le domaine politique depuis quelques années déjà. Et qu'est-ce que la parité vient jouer en politique? C'est obtenir une zone paritaire lors des élections. Puis ce que je veux dire par là, par zone paritaire, c'est qu'on obtient un taux de femmes élues qui dépasse les 40 %. Donc, lorsqu'on a 40 % et plus de femmes qui sont élues, on peut dire qu'on est en zone paritaire. Donc, il y a une meilleure représentation égalitaire entre les hommes et les femmes qui agissent à titre de députés, élus municipaux, etc. Et donc, vite fait, un petit historique de la question de la parité au Québec. Bien, c'est seulement en 2017, sous le gouvernement de M. Charest, qu'on a le premier cabinet ministériel paritaire. Et c'est également seulement en 2018 qu'on a un nombre record de femmes qui sont élues pour la première fois au Québec à l'Assemblée nationale. Donc, on est en zone paritaire, 40 % et plus qui sont élus. Et, en fait, à quoi ressemble la parité dans nos autres paliers de gouvernement? Mais si on se penche au niveau fédéral, on est à 30 % des députés qui sont femmes. Donc, on n'est pas en zone paritaire. Cependant, si on se penche à l'évolution à l'Assemblée nationale, on est en zone paritaire depuis 2018, même que 2022 a battu le record précédent de 2018, on est presque atteint 50 %. Mais l'enjeu, lorsqu'on se penche au niveau municipal, qu'est-ce qui se passe? Bien, déjà, le nombre de mairesses est très bas, mais il est encore plus bas que tous les autres paliers de gouvernement parce qu'on n'a même pas encore atteint un 30 %. Mais, de l'autre côté, au niveau des conseillères, on est presque à 40 %, donc presque la parité. Donc, le fait que c'est vraiment les conseillères qui viennent contrebalancer les niveaux de parité en municipal en ce moment. Donc, grâce au taux de conseillères, on a plusieurs conseils de ville au Québec qui sont dans la zone paritaire, dont le fameux conseil de ville de Sherbrooke, où on a même dépassé la zone paritaire avec 60 % de femmes élues dans la ville. Ouais, c'est un beau succès. Donc, qu'est-ce que tout ça nous dit? Bien, avec les données que je vais vous montrer, on peut voir que l'évolution de la place des femmes en politique, elle évolue de manière significative. Mais, qu'est-ce qui explique, en fait, qu'il y a encore certaines distorsions, surtout au niveau des mairesses, parce que, comme vous avez même pu le constater dans les dernières années, il y a vraiment eu des belles évolutions dans la société québécoise en termes d'égalité homme-femme. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Lorsqu'on se penche sur le sujet, qu'est-ce que les études nous disent? Bien, premièrement, il y a vraiment un manque d'études sur le palier municipal au Québec, même au Canada, surtout dans la question de la représentation des élus. Et, bien, en plus, il y a un clash entre... Pardon, j'ai positionné solide, désolé. Pardon. Il y a un clash entre ces études-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les premières études qui ont été effectuées sur la place des femmes en politique, elles concluent que la politique municipale, elle est plus accueillante pour les femmes que les autres paliers de gouvernement. Mais les études plus récentes viennent contre-indiquer ces affirmations-là. Puis je pense que vous pouvez le distinguer par vous-même avec juste les données que je viens de vous présenter à l'instant. Ce n'est pas nécessairement vrai que la politique municipale est plus accueillante pour les femmes. Donc, on vient se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on explique la plus faible représentation des femmes en politique municipale? D'abord, ça s'explique par plusieurs facteurs, à commencer par les structures institutionnelles. Donc, pourquoi on disait que la politique municipale était plus accueillante pour les femmes? Il y avait une certaine rhétorique ou argumentaire qui disait que comme en politique municipale, ce n'est pas encore un phénomène courant qu'il y ait des partis politiques. Le fait qu'il n'y ait pas de partis politiques, ça l'avantage les femmes à se lancer en politique et à se faire élire. Mais ce n'est pas nécessairement vrai parce que, encore une fois, c'est pas toutes les municipalités au Québec qui ont des partis politiques puis qu'il y a une absence de partis. Et
on n'a pas encore atteint une certaine parité envers, par exemple, le nombre de mairesses. Donc, les nouvelles études viennent dire que, au contraire, la présence de partis viendrait peut-être plus encourager le recrutement et la sélection des femmes par le fait même que c'est un aspect sociologique au niveau de la socialisation des genres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est prouvé au niveau sociologique. Les femmes n'ont pas le réflexe de se lancer en politique par elles-mêmes. Elles ont plus besoin d'être convaincues et d'être approchées. Et ça, c'est les partis politiques qui viennent faire cette étape-là, donc qui viennent recruter, sélectionner les femmes pour qu'elles se présentent. Donc, malheureusement, les partis politiques, c'est un phénomène émergent, c'est plus présent dans les grandes municipalités du Québec, donc on ne les retrouve pas énormément dans les petites et moyennes municipalités. Comme par exemple, on a Bromont, une moyenne municipalité, premier parti politique qui vient d'être tout récemment créé. Ensuite, au niveau de la compétition électorale, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, encore une fois, dans les petites et moyennes municipalités, il y a le phénomène de victoire par acclamation. Donc, il y a beaucoup de maires, quelques mairesses, qui sont élus par acclamation parce qu'ils n'ont pas de compétition, pas d'opposants lors de leur campagne électorale. Ça peut s'expliquer par le fait que les gens s'intéressent moins à la politique municipale, surtout dans les petites puis moyennes municipalités. Mais ça vient rejoindre aussi un facteur plus financier que je vais aborder juste après. Puis pour finir, le travail politique, veut pas, malgré la belle amélioration au niveau de l'égalité dans les domaines politiques, c'est encore un domaine qu'on dit à prédominance masculine. Donc, les institutions commencent à s'adapter à la réalité des jeunes élus, des femmes, des personnes qui ont des enfants et des familles, mais le progrès est lent et ça peut être un frein pour les gens à se lancer. Au niveau financier, là, je vous ai parlé de la faible compétition électorale. Qu'est-ce qui explique cela aussi? Bien, évidemment, c'est la question monétaire, parce que dans les petites municipalités, donc 5 000 habitants et moins, les employés municipaux, maires, mairesses, conseillers, name it, gagnent des salaires annuels de plus ou moins 20 000 $. Même parfois moins de 10 000 $ annuellement. Donc, je ne sais pas pour vous, mais gagner un salaire annuel de 20 000 $ dans cette économie, c'est difficile. Très difficile, même. Et donc, l'aspect monétaire est un obstacle complètement. Et ça fait en sorte que les gens qui veulent se lancer dans leur petite municipalité doivent avoir 2 emplois en même temps pour pouvoir subvenir à leurs besoins financiers parce qu'ils ne gagnent pas assez. Et, il y a quelques années, c'était réalisable parce que dans les petites municipalités, les mandats étaient moins grands. Donc, on pouvait faire le travail de mairesse, par exemple, à temps partiel. Cependant, dans les dernières années, la charge de travail a tellement augmenté, les mandats ont énormément augmenté que c'est plus possible. Donc, les gens doivent choisir entre le salaire, complètement. Ça m'amène à parler finalement des questions de stéréotypes de genre et aborder la question de la conciliation travail-famille. C'est encore un enjeu assez important puis qui vient encore beaucoup plus toucher les femmes. Parce que toute la question d'avoir des enfants, des jeunes mères, on l'a vu dans l'actualité dernièrement, il y a beaucoup de politiciennes qui se sont retirées pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, s'occuper. Donc, c'est un cas quand même précis au municipal, sachant que les conseils de ville sont tard le soir, puis qu'il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas encore de politique de congé de maternité ou congé parental. Aussi, on a toute la question, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, de l'intimidation puis l'harcèlement envers les élus. Puis là, je ne veux pas dire que l'harcèlement puis l'intimidation envers les femmes est plus importante qu'envers les hommes. C'est pas ça. C'est que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un phénomène qui prend tellement plus d'importance au niveau municipal. Et dans la dernière année, il y a eu une vague de démissions des élus municipaux. Puis en grande majorité, les personnes qui ont démissionné ont justifié l'intimidation qu'ils ou elles subissaient. Donc, c'est devenu un enjeu majeur dans la dernière année. Et finalement,
Ben, c'est qu'il y a encore le poids des rôles traditionnels qui jouent dans les mandats et les postes. Ce que je veux dire par là, c'est que la compétence de travail, elle est encore très genrée. Donc, quand les femmes vont se lancer en politique, elles vont obtenir des dossiers comme la famille, la culture, puis on va plus donner les dossiers économiques d'infrastructure aux hommes. Et puis, dans le fond, ça vient remettre en doute la légitimité et la capacité des femmes à accomplir des dossiers plus gros en termes économiques, infrastructure, transport et autres. Et donc, en conclusion, peut-être qu'après avoir entendu tous ces obstacles-là, vous vous dites, c'est les mêmes obstacles qui expliquent pourquoi les femmes, ça serait plus difficile de se lancer au provincial ou au fédéral. Oui, mais il y a des ambiguïtés quand même puis des nuances qui sont très particulières au niveau municipal. Et le fait qu'on n'a pas assez d'études sur le sujet, ça fait que ces inégalités persistent et persistent. Donc, on a une élection cet automne. J'espère que ma présentation va vous avoir assez intéressé à peut-être vous présenter et changer la donne, améliorer ces conditions de travail. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Judith, pour cette présentation très intéressante. Nous pouvons passer aux questions. Oui? Oui. La question, c'était à savoir, est-ce que dans l'analyse que j'ai faite, il y a des régions au Québec où on retrouve plus de femmes dans les conseils municipaux? Oui, à commencer par les grandes villes. Au Québec, c'est la moitié, non, c'est 5 des 10 plus grandes villes du Québec qui sont paritaires ou qui ont des mairesses. Mais également, il y a de plus en plus de petites municipalités qui ont des conseils de ville paritaires. Donc, ça dépend vraiment des années électorales, ça dépend vraiment qui se présente aussi, combien de femmes vont se présenter pour la même municipalité. Ça vient vraiment jouer là-dessus. J'espère que ça répond bien à la question. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre en fait, ce qui se passe au niveau municipal, le nombre de femmes ou whatever dans les conseils municipaux, versus les allégeances politiques des régions qui votent aux autres niveaux, en fait, aux autres paliers de gouvernement? Oui, c'est des phénomènes qui s'observent beaucoup plus, je dirais, au niveau fédéral, provincial aussi, mais c'est difficile à dire pour le municipal parce qu'on manque d'études à ce sujet-là. Puis, comment les structures politiques au niveau municipal sont faites, elles sont très différentes du provincial, du fédéral. Fait que ça vient compliquer la recherche là-dessus, l'affirmation, je dirais aussi, à savoir. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait faire plus d'études pour mieux connaître ces phénomènes-là. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, alors la question, c'est comment, j'ai mentionné qu'il y avait un manque d'études sur le sujet, donc comment j'ai fait ma collecte de données. J'ai été chanceuse parce que le ministère des Affaires municipales puis de l'Habitation ont mis en place plusieurs études dans la dernière année sur le sujet, donc ça m'a grandement aidée. Mais surtout les médias. Les médias sont vraiment une belle source d'information à ce sujet-là au niveau actualité. Donc, quand on parle beaucoup des enjeux d'intimidation, de conciliation travail-famille, les médias sont une belle source pour ça. Et il y a quelques associations, par exemple, groupes de femmes en politique, par exemple, en Montérégie,
qui ont fait des ateliers puis des études par eux-mêmes pour démontrer les obstacles puis les freins. Fait que ça également, ça m'a beaucoup aidé. Mais on n'a pas assez, c'est ça, il n'y a pas assez d'études organisées par qui sont publiées, par exemple, dans des articles scientifiques de grandes revues au Québec. C'est plus là que ça manque. On a des bons chercheurs politologues, par exemple, mais c'est comme j'ai dit, il y a un clash dans les études, fait que ça prend du temps à mettre les études à jour. On aurait le temps encore pour une question. Merci beaucoup, c'était très intéressant.